j'avais très vite pris conscience que la radio était, surtout pour nous qui sommes de culture orale, est un très bon instrument de développement et d'ouverture culturelle. C'est-à-dire que pour moi, dès le départ, j'ai compris que la radio était là pour donner ce que l'école ne donne pas. On connaissait à l'époque, moi j'ai souvenir de rentrer dans les maisons de mes tantes ou de ma grand-mère. À l'époque, effectivement, il y avait toujours le poste de radio qui était allumé. C'était avant même la télévision, c'était le vecteur d'information. Bien sûr. Mais la radio, chez les Kabyles particulièrement, elle est rentrée, elle s'est imposée dans les foyers à cause de la guerre. On était à la recherche de l'information. C'était pendant la guerre que c'est rentré. Sinon, avant la guerre, c'était très mal vu de faire rentrer la musique et même c'était limite dissident, quoi. Oui, c'était de faire rentrer des étrangers chez soi. C'était mal perçu. Et il n'y avait que quelques privilégiés qui avaient les moyens, qui osaient montrer leur richesse plus que leur ouverture sur le monde. C'était l'aspect matériel. C'était plutôt l'aspect matériel. Taï-Youssef, comme l'appelait mon arrière-grand-mère. La TSF, elle l'avait rappelé Taï-Youssef. Taï-Youssef. Je pense que c'était quel. Oui, c'était TSF. Je voudrais juste, si tu m'autorises, à faire un petit retour en arrière sur. On évoquait l'importance pour toi de l'école, de l'éducation. Arrivant à Alger, tu vas même effectivement suivre des cours du soir. Avec les Pères Blancs. Dans l'ouvrage collectif Bleu autour, tu évoques ton attache pour l'école. Alors, l'école coranique, ta grand-mère t'y a emmené, mais bon. Non, voilà, vous n'êtes pas resté longtemps. Je ne suis même pas rentré. Et la raison était simple. Parce que quand ma mère a demandé à ma grand-mère de m'amener à l'école coranique, je n'y trouvais aucun inconvénient parce que je connaissais le maître. C'était quelqu'un du village. C'est quelqu'un du village, un cheikh pour lequel j'ai eu beaucoup de respect. C'était vraiment un homme moderne dans ce genre-là. C'était pas quelqu'un qui faisait du prosélytisme ou de rien. Mais quand ma grand-mère m'a amené, déjà, en nous approchant de l'école, j'entendais des cris, blablabla, 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 et moi je n'aime pas crier, déjà dans ma nature. Après, j'arrive devant la salle, je vois ce maître d'école coranique qui constituait pour moi un modèle de gentillesse, de sagesse, etc. Il avait un long bâton fin, qu'on appelle en kabyle, là je le crois, très long, qui devait faire peut-être 2 mètres. Il était là, et puis il donnait des coups sur la tête des petits qui ne criaient pas assez fort. Alors, je me suis dit, c'est pas possible qu'une école comme ça qui transforme un ange en bourreau, je n'ai rien à faire avec. Et là, je suis reparti en courant. Et ma grand-mère m'a sauvé parce que ma mère a insisté pour que ma grand-mère me ramène à cette école. Et ma grand-mère lui a dit non, donc son cœur n'en veut pas. La messe était dite. Elle était dite, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai échappé à l'école coranique. Par contre, quand je suis rentré à l'école publique,
l'âge de 8 ans, hein. Parce qu'à l'époque, oui, presque 8 oui, ans, je suis rentré en retard. Alors, là aussi, mon père n'était pas en Kabylie, oui. donc il avait chargé un parent, un oncle éloigné, de me scolariser. Mais il se trouve que le neveu de cet oncle-là devait être scolarisé au même moment. Au lieu de me scolariser un an avant, il n'y avait qu'une seule place à l'école. Donc il a mis son neveu avant moi. Et moi, je suis rentré une année après. D'accord. Voilà. Parce que je me disais 52, ça correspond à aucun. On parlera du mouvement de la grève ou de l'incendie de ton école. Mais tu évoques avec beaucoup d'affection les enseignants que tu as croisés. Ah ben oui, oui. Monsieur Albertini, c'est ça? Monsieur Albertini, Madame Aïnouz, Monsieur Ali Ben Amar, Monsieur Loumi, avec lequel j'ai fait de l'arabe. Et alors, ce que je retiens de l'arabe à ce jour, c'est ce que j'ai appris avec Monsieur Loumi. Et pourtant, en tant qu'adulte, après l'indépendance, j'ai essayé de suivre des cours d'arabe. Mais, même quand j'ai fait surtout la formation administrative, j'ai fait 4 années de formation administrative, c'est-à-dire 2 fois 2 ans, des stages de 2 fois 2 ans. On a fait de l'arabe, mais je n'ai rien retenu de ces cours. Ça n'imprimait pas. Oui, pourquoi? Parce qu'au lieu de nous transmettre un outil de travail, en nous enseignant l'arabe, comme toute langue, c'est avant tout un outil de travail. Exactement. Mais au lieu de nous transmettre cet outil de travail, ils nous imposent une idéologie. Ils nous transmettent une idéologie. C'était déjà le cas à l'époque. Alors, à partir du moment où on te transmet une idéologie, en tant qu'adulte, je suis allergique. Moi, j'ai envie de pouvoir utiliser la langue arabe pour lire et pour écrire correctement. Le reste, je ne lui demande pas. Or, les profs d'arabe, systématiquement, ils commencent par t'enseigner des trucs religieux qui n'ont rien à voir. T'enseigner la vie du prophète, la vie de... Là, c'est pas la place pour ça. Et on voit que malheureusement, la vie ne nous a pas trahis, qu'on continue l'enseignement sur la même lignée en Algérie. Ah ben oui, non mais là c'est fixé depuis... de toute façon, même dans les autres pays arabes, c'est comme ça. Oui. C'est pour ça que dans tous les pays arabes, systématiquement, pour passer à l'enseignement, à transmettre un enseignement technique et scientifique, ils passent par des langues étrangères. Tu te rends compte? Ils ne passent pas par l'arabe. Non, cette histoire d'idéologie mine tout le système d'enseignement de l'arabe. D'abord parce que il lie les deux, l'arabe et la religion. Ce n'est pas des enseignements distincts. Or, comment dirais-je, même pour l'évolution de la langue arabe, elle est bloquée par la religion. Je me rappelle que dans la fin des années 60, il y avait des linguistes algériens et des linguistes libanais qui voulaient transcrire l'arabe en caractère latin, comme l'a fait la Turquie. Et pour une raison très simple, c'était à l'époque, moi je travaillais à la préfecture, on avait commencé à travailler sur le système mécanographique.
Ouais. Et le système mécanographique n'était pas fait en arabe. Donc, eux, ils voulaient transcrire l'arabe au caractère latin pour pouvoir utiliser la mécanographie en arabe. Eh bien, il y a eu un tollé de protestation. Ah oui? Oui, parce que ça détache la langue de la religion. Pourquoi? Parce que la langue arabe, c'est la langue du prophète, de Dieu. Oui, comme quoi Dieu serait unilingue. Pour revenir au problème de pédagogie. Oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Une fois, j'ai eu une discussion avec un inspecteur d'enseignement arabe au niveau du ministère. Et il me dit pourquoi tu n'apprends pas l'arabe, etc. Il me reprochait le truc. Et je lui ai dit, c'est à cause de votre pédagogie. Vous n'avez pas de pédagogie. Au lieu d'enseigner une langue, vous enseignez une idéologie. J'ai dit, c'est à cause de ça. Et il a insisté, etc. C'est ta langue, etc. J'ai dit non. Déjà, c'est pas d'abord, c'est pas ma langue, c'est ma langue maternelle. C'est le kabyle. Ensuite, je te dis autre chose pour l'enseignement. Le premier maître d'école que j'ai eu, c'était M. Albertini. M. Albertini était français. Et quand je suis rentré à l'école, je ne savais pas qu'il existait d'autres langues au monde. Et voilà que je tombe avec un enseignant, et puis d'autres qui ont suivi. Pourtant, ce n'était pas ma langue maternelle, mais au bout d'une année ou deux d'études, je suis devenu l'écrivain public des femmes du village qui venaient me demander d'écrire à leur mari, à leur frère, à leur fils, etc. Bon, je sais que je ne faisais pas des chefs-d'œuvre littéraires, mais j'arrivais à communiquer avec ces gens, parce que ces gens répondaient, et j'arrivais à transmettre les réponses à ces femmes. Et pourtant, ce n'était pas ma langue, mais c'était enseigné dans les règles de l'art. Et l'arabe que nous a enseigné M. Loumi était enseigné dans cette ligne-là. C'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, l'arabe d'ailleurs que l'enseignement dont tu te souviens aujourd'hui. Oui, ben c'est celui-là. J'évoquais l'école. Et donc en 1956, le FLN a décidé de brûler notre école. Et j'étais vraiment frustré parce que... On rappelle les raisons qui ont poussé... Enfin, d'ailleurs, tu as rencontré quelques années après, je crois, l'incendiaire. C'est même un parent. Alors, je lui ai posé la question. J'ai dit, pourquoi vous avez brûlé l'école? Et il m'a dit, oui, on nous a dit, lui, de toute façon, il a exécuté des ordres. Lui, c'était un exécutant, c'était pas de sa faute. Ils lui ont donné l'ordre de brûler l'école pour que l'armée ne vienne pas s'installer dans cette école. Or, l'armée est quand même venue s'installer. Et ce n'était pas dans cette école, parce que cette école se trouvait dans un village qui était un peu au bout de la colonne de village sur laquelle on se trouvait. Donc, il y avait plus de villages du côté qui allait vers la montagne que du côté qui partait de la montagne. Alors, l'armée n'était pas bête, elle est venue s'installer au milieu des différents villages qui existaient pour avoir accès comment dirais-je, avec un temps égal d'un côté ou de l'autre des villages.
Parce que là, si l'armée s'était installée dans cette école, il lui aurait été plus difficile d'accéder au village qui était de l'autre côté. Donc c'était un faux calcul. Et finalement, l'armée est venue s'installer, mais c'était dans un village à côté d'une autre, mais de l'autre côté. Et ils se sont installés dans une maison privée. Ils ont chassé une famille pour prendre leur maison. Voilà. Et en plus, même là, ils ont ouvert des classes. Le calcul était finalement... Le calcul était faux sur toute la ligne. Ceci étant, toi, tu vas pas déjà assez rapidement, dès ton plus jeune âge, ton père étant à Alger, tu vas, parce qu'en plus tu alors mon comme père, un enfant après ça, mon père m'a ramené à Alger pour continuer mes études. Je me suis, enfin il m'a inscrit dans une école à la Basse-Casbah, derrière la actuelle mosquée Ketchaoua, parce que nous on habitait à côté de la rue Boutin. Et il y a eu, enfin j'ai suivi pendant peu de mois, et il y a eu encore le FLN qui avait sévi en déclarant la grève des 8 jours. Et la grève des 8 jours, c'était aussi pour les écoles. Mais l'armée venait récupérer des enfants à la maison. Racontez ça, c'était donc, il y avait la menace de l'armée française qui disait on vient chercher les enfants et il faut les emmener à l'école, et le FLN qui disait n'envoyez pas vos enfants. Absolument. Donc mon père me cachait. Pendant cette grève, j'ai assisté à des trucs qui sont aussi horribles que ceux auxquels j'assisterai aussi plus tard en Kabylie. Par exemple, pendant cette grève, moi j'habitais au coin de la rue Boutin et on a une fenêtre qui donnait sur la rue jusqu'au bout, jusqu'à la cathédrale, à l'époque de la cathédrale, qui est devenue Jama Ketchaoua. Et au bout, il y avait un café avec une terrasse et l'armée avait été dans les maisons, elle avait fait sortir des gens, grévistes sûrement. Ils les ont sortis. Il y avait une ligne, ils étaient 6 ou 7. Moi, je regardais par la fenêtre, je les voyais très bien. Et à un moment, ils les avaient mis les mains sur le mur, tournés vers le mur. Et à un moment, j'ai vu un militaire, il prend un couteau, il le met face au mur et il frappe avec la tête le truc. Et je voyais le sang gicler. Et mon père a vu ça, il est venu, il m'a pris, il m'a éloigné de ce truc-là. Ne pas voir ça. Voilà. Bon, donc mon père, dès que la grève est finie et que l'armée n'a pas réussi à me trouver, il m'a renvoyé en Kabylie. Et là, en Kabylie, je suis tombé dans la zone interdite. Oui, c'est ça. Et la zone interdite, c'était que on ne pouvait pas accéder à tous les produits alimentaires, surtout les produits de base. C'est quoi, vous avez des tickets de rationnement, c'est ça? Même pas? Oui, il y avait des tickets de rationnement, mais le FLN nous interdisait de les prendre. Et c'est pour ça que je dis toujours que je n'ai pas eu d'adolescence. Je suis passé de l'enfance à l'âge adulte directement.
là, on était, les adultes allaient plus loin, par exemple, aller jusqu'à Michelet, le hammam. On allait, mais de nuit, en couvre-feu. On amenait des ânes, des mulets pour... Tu l'as fait, ça, toi ben, oui, j'y allais avec des adultes. Parce qu'on n'avait rien à manger. Il n'y avait que quelques produits comme ça, des gâteaux, quelques légumes secs. Puis ben, on rappelle, c'est ça, c'est parce que l'armée le blé, l'orge, le café, le thé, le sucre, c'était des denrées rares. Tout ça était rationné, il fallait demander des bons. Et on ne pouvait pas les demander. Donc pour avoir la semoule, il fallait aller de nuit, comme ça, en dehors de la zone. Okay. Voilà. Ça, je comprends effectivement de passer d'une jeunesse, d'une enfance qu'on dit presque innocente, parce que tu te décris d'ailleurs comme un enfant tranquille d'ailleurs. Mais j'avais déjà pris conscience des problèmes. C'est pas les jeunes d'aujourd'hui, à 14 ans ou 15 ans. Bah, plus tard. Même pas à 14 ans, j'avais 57, 58, j'avais 13, 14 ans. C'est pas des jeunes d'aujourd'hui qui prendraient conscience. Mais c'est vrai aussi, ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions. Au contraire, maintenant, ils ont plus de moyens qu'il faut. Voilà.